Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes avec Didier Van Kovelaert. Bonjour Didier. Bonjour Edwige. Pour parler donc de ces deux ouvrages, La vie interdite et La vie absolue, puisqu'ils se suivent. Ils se suivent avec un certain écart, quand même, de 25 ans. C'est ça. Alors, le premier roman que j'ai lu de vous, c'était La vie interdite. Ah oui. J'avais 16 ans. D'accord, on ne fait pas de calcul. On peut. Et donc maintenant, voilà, je les ai tous lus depuis. Chaque année, j'attends avec impatience. Et voilà, donc je retrouve Lucien. Et puis, Jacques, Lucien, évidemment. Jacques, Fabienne, sachant que Jacques mourait à la première phrase de La vie interdite. Oui, voilà. Et puis on voyait tout son apprentissage dans l'au-delà, Voilà. Vu par ses Oui, yeux. cette sortie de corps. Et puis, la palette de sentiments et d'émotions qui s'ensuit, l'incrédulité, le questionnement, qu'est-ce qui m'arrive? Oui. L'essai de rentrer dans son corps, comme si c'était, non, il n'y arrive Et pas, oui, comme une il chaussure peut trop plus. petite, ne marche plus. Et puis, en même temps, est-ce que je suis vraiment mort ou pas? Et puis, il est tout seul, au-dessus de son corps, couché contre sa maîtresse, dans sa caravane d'artistes peintres amateurs, sous les fenêtres de sa femme, C'est ça. qui dirige la quincaillerie familiale. Donc c'est pas simple comme Non, situation c'est pas déjà simple pour lui. du tout. C'est pas un début dans l'au-delà tout Non. à fait harmonieux, tranquille, C'est ça. et c'est pas non plus d'une perturbation totale, parce que la bonne nouvelle, c'est quand même, par exemple, moi ce qui m'intéresse, ce sont ces petits détails révélateurs. Et sa sensation la plus frappante, depuis qu'il est sorti de son corps, c'est qu'il n'a plus mal aux dents. Mais oui. On a ce problème de rage de dents qui continue, on peut comprendre ce que je dis, et là tout à coup, c'est la seule sensation nouvelle. Et oui. Sinon, il avait eu les témoignages de gens qui disaient, les journaux, qu'ils avaient sorti de leur corps, qu'ils avaient fait une expérience aux frontières de la mort, qu'ils avaient rencontré des êtres lumineux, il y avait un tunnel avec des disparus de leur famille ou des amis qui leur disaient c'est pas encore le moment, retourne dans ton corps, etc. Sauf que lui, il est tout seul, personne. Voilà. Et sa maîtresse dort à côté de lui. Et lui dit c'est une catastrophe, le réveil va sonner, bon, c'est partir, mais si avant on découvre, et puis il se dit peut-être je serai vraiment mort au moment où quelqu'un d'autre Et oui. le découvrira. Et donc après, on suivait dans La vie interdite tout son itinéraire d'apprenti fantôme, jusqu'au moment où il avait fait le deuil de soi-même, et puis sa famille avait appris à se passer de lui, les conflits, les bonheurs, toutes les situations issues de son trépas se calmaient, et il pouvait partir, poursuivre son évolution sous d'autres cieux. Sauf qu'un écrivain a décidé d'écrire sa vie. Voilà, ça l'a retenu lui, voilà. longtemps, jusqu'à ce que... En fait, c'était le jeune gendarme qui avait trouvé son corps. Voilà. Et puis c'était son premier cadavre, il avait vomi dessus. Alors il Oui. se sentait redevable, si je puis dire. Et puis, bon... Il avait déjà rendu. Et voilà, et il devait... Et ça l'obsédait tellement. Alors pas tellement au niveau de l'enquête, mort naturelle, rupture d'anévrisme, réglé en 20 minutes. Mais le mystère de ce provincial faussement insipide, avec une double vie, des aspirations artistiques, un vrai talent de peintre amateur. Et bref, il en a fait un héros de roman, son premier roman. Et on retrouve Guillaume, 25 ans après, on apprend que ce livre avait marché très bien, que du coup, il avait vécu une histoire d'amour avec la veuve de son héros. Fabienne, sorte de service après-vente du livre, mais qu'ensuite, son roman suivant n'avait pas marché, le troisième a été refusé par son éditrice, et vraiment, dans au creux de la vague, il avait dû, bien sûr, continuer à écrire, devenir critique, pour vivre quand même de sa plume, et avec une tendance à démolir un peu ses confrères et ses consoeurs, comme ils disent, ça ne remplace pas, mais ça console, sauf que la détestation qui nourrissait ses confrères avait alimenté son dégoût de soi, donc il est vraiment au creux de la vague, quand arrive tout à coup le retour de ce héros, c'est-à-dire qu'il arrive quelque chose à Jacques qui va le faire sortir de son au-delà. C'est la chose la plus perturbante qui puisse arriver à un défunt, pour la famille du défunt, c'est une exhumation pour recherche de paternité. Voilà, donc le roman commence comme ça, donc le fils... Nous voilà dans La vie absolue. Voilà. Alors, une comédie d'enfer, moi, il y a certains passages, j'ai pas ri.
ça prend aux tripes et oui, on rit pas tout le temps. Non, c'est très profond. Ouais. Et puis, voilà, simplement, je crois que la profondeur vient de la légèreté quand on aborde des sujets graves. C'est-à-dire que si on ne fait que creuser dans la gravité, dans le sérieux, dans le pathos, au bout d'un moment, le lecteur se referme parce qu'on vit tellement dans un monde anxiogène avec plein de drames autour de nous qu'au bout d'un moment, on sature. C'est trop. Tandis que si tout à coup, on a le point de vue de ce pauvre défunt tranquille, il se retrouve au-dessus de sa tombe avec sa veuve, son fils, parce qu'ils sont venus. Et en plus, il est intact. Oui, alors, quand on ressort son corps, dans sa création, il est intact. Il dit, sauf que... de 25 ans. Oui, mais sauf que c'est pas... C'est pas la sainteté. L'héroïcité de mes vertus qui m'a rendu incorruptible, c'est juste l'arsenic qu'il y a dans cette zone du cimetière, qui est un excellent conservateur. Donc, dès le début, si vous voulez, ça casse la situation, le côté... angoissant, voire morbide de la situation, grave, avec cette réflexion de ce pur esprit, entre guillemets, qui vit cette situation et qui le vit à travers les émotions qu'éprouve chacun. Voilà, c'est ça. Sa veuve, son fils et cette jeune fille, cette inconnue, Morgane, qui est persuadée qu'il est son vrai père, parce qu'on le lui naturel, a dit. Parce que sa mère le lui a dit. Voilà. Et pourquoi sa mère le lui a dit? C'est qu'en fait, le père de Morgane, on vient de l'arrêter, on a découvert que cet anesthésiste était un pédocriminel qui violait des fillettes en sortie de bloc opératoire, comme malheureusement ça arrive dans la vie. Et là, c'est l'horreur, bien sûr, pour ses victimes et aussi pour sa famille. Bien sûr. Et Morgane, cette jeune étudiante, elle est complètement cassée à l'idée qu'elle a en elle les gènes du monstre. Et c'est là que sa maman lui dit, non, rassure-toi, c'est pas ton vrai père. Ton vrai père, c'est le gentil quincaillier Jacques Lormeau qui est mort il y a 25 ans. C'était mon copain d'école. Voilà. Et un soir, voilà, il m'a consolé. Et tu n'es pas une enfant de l'amour, c'est mieux, tu es une enfant de l'amitié. Et elle lui dit ça. Évidemment, c'est un sursaut d'espoir, de renaissance de jeune fille. Mais la mère, après avoir dit ça, va se jeter sous le TGV du soir parce que, d'une part, elle ne peut pas survivre au fait d'avoir vécu si longtemps avec ce monstre sans deviner qui il était. Et puis elle se dit qu'elle ne pourra pas tenir ce mensonge d'amour, car c'est un mensonge d'amour. Et évidemment, Jacques, il est au courant qu'il n'y a jamais eu de relation intime entre sa copine d'école et lui. Même le frère, d'ailleurs, l'oncle de Morgane, dit « mais non, il n'y a jamais rien eu. » passé. Donc, et ça aurait pu rester au bénéfice du doute si la famille de Morgane, tout à coup la grand-mère surtout, personnage terrifiante, parce que ces deux familles, la famille Lormeau de la quincaillerie et la famille Dumoncel de la grande pâtisserie de prestige qui datait du temps de la reine Victoria, qui était cliente pour la sécurité thermale, sauf qu'ils ont fait de mauvaises affaires et la quincaillerie a racheté la pâtisserie et a détruit pour en faire un espace tondeuse. Voilà. Donc, ça c'est la haine. Et là, tout à coup, c'est la grand-mère, la pâtissière honoraire, qui va déclencher la procédure d'exhumation, la recherche de paternité. Et là, c'est une catastrophe parce que pas de bénéfice du tout. Si on fait le comparatif ADN, on va se rendre compte que non, elle est bien la fille du monstre. Ça va être encore pire pour elle après ce moment d'espoir. Sauf que le mensonge premier de la mère va être relayé et sauvé par d'autres mensonges au service de Morgane provenant de la veuve de Jacques et de son fils. Voilà. Que des mensonges salvateurs finalement. Voilà. Donc c'est vrai que souvent on dit aux enfants il ne faut pas mentir, mais là dans cet ouvrage en tout cas le mensonge est très salvateur parce que... Oui, et puis surtout une succession de mensonges à chaque fois pour protéger le mensonge, mais dans l'intérêt de la personne. Il faut sauver cette jeune fille de l'image de ce monstre. Donc, et puis ce qui me passionne, c'est évidemment le rapport entre l'exactitude, le mensonge et la vérité. C'est ça. Et la vraie vérité d'un être et puis la nécessité de l'image qui doit avoir de lui pour avancer. Parfois, ça doit passer par un mensonge, mais un mensonge reconstructeur, réparateur, nécessaire. Un mensonge qu'il convient de respecter. C'est ça. Et donc Jacques finalement va redécouvrir les siens parce que tout le monde va tomber le masque 25 ans après et il va redécouvrir les siens et il y a une phrase qui est magnifique. Et pourquoi ne fait-on l'effort de comprendre les autres que lorsqu'ils ne nous gênent plus? Oui, c'est la chose, je crois qu'on peut tous se dire à un moment parce que voilà, comme tout le monde dans la réalité, oui, c'est des choses que la vie
Et donc ça, c'était dans la vie interdite. Hein, quand on se le dit de notre vivant, c'est vrai qu'on peut réparer les choses. C'est plus difficile de réparer une fois qu'on est mort. C'est ça. Quelle est la marge de manœuvre d'un défunt? C'est la grande question auquel on va trouver pas mal de réponses. Elle est énorme. Parce que, alors justement, voilà, à ce niveau-là, il arrive, il essaie d'interagir avec sa famille, avec les siens. Et souvent, en fait, les personnes qui perdent quelqu'un ont tendance à aller voir une tierce personne en se disant, elle sait, mais moi, je ne sais pas. Et finalement, nos défunts sont là, ils sont avec nous. Oui. Et là, il y a l'exemple, par exemple, d'un médium, qui est un grand coiffeur mondain qui se croit médium depuis qu'il est passé les fêtes de Noël dans une tribu d'Amazonie. Et en fait, il reçoit des messages qu'il transmet à toutes les clientes du salon. Voilà. Sauf qu'il a une grande psychologie, elle sent de ce que les gens attendent, et il fait une sorte de service, comme d'autres offrent un brushing ou un soin capillaire. Lui, il offre des messages. Il offre des messages de l'au-delà aux veuves de sa clientèle. Et sauf que, Fabien jusqu'à présent n'a rien reçu, parce que un quincaillier, il ne voyait pas trop l'intérêt. Sauf que là, avec tout ce fait divers extraordinaire, cette nouvelle héritière, la fille naturelle qui arrive, là tout à coup, il y a un message. Voilà. Sauf que, quand il donne le message à Fabienne, Jacques est consterné, parce qu'il n'a jamais dit ça. Et c'est un truc terrible qui peut foutre en l'air tout ce qu'ils essaient de construire de beau autour de Morgane pour la réparer. Donc, oui, se méfier des intermédiaires, alors que Jacques dit, mais ne l'écoute pas, écoute-moi, je peux venir que dans tes rêves, parce que sinon, la barrière, voilà, c'est très dur. C'est pour ça que j'ai beaucoup de réactions de lectrices et de lecteurs qui me disent, mais en lisant votre livre, on se dit, pourquoi on ne parle pas de notre vivant? C'est tellement plus facile de parler là. Mais c'est une leçon aussi. Oui, parce qu'après, la difficulté qu'il a, on dit souvent qu'on est dans l'incommunicabilité, mais on a quand même... Bien sûr. On a une langue, on a des gestes, on peut... On a les mots aussi. C'est plus facile, on a les mots. Voilà, on peut le faire de différentes manières. Là, lui, il a juste sa volonté de transmettre des informations et des émotions. Et puis, il se heurte souvent dans des murs, parce que les gens, ou n'y croient pas, ou ferment les portes, doutent, ou bien oublient ce qui s'est passé pendant leur rêve. C'est ça. Les moments de contact. Et oui. Alors, donc, on a... Non, alors moi, évidemment, ce livre, c'est aussi un guide vers l'au-delà, finalement. Parce que autant pour ceux qui restent que pour ceux qui partent, puisque, donc, pendant la vie interdite, il revivait certains épisodes de sa vie. Et c'est vrai que là, voilà, il s'était réincarné dans la vie interdite, il s'était réincarné dans une famille. Voilà, on avait essayé de le faire. Voilà. Et puis, donc là, voilà, il faut qu'il revienne, il retrouve tout, il les a pas quittés, mais bon, voilà, là, il faut qu'il agisse, il faut qu'il les fasse réagir, en tout cas. Et puis, surtout, il y a l'influence de cette jeune inconnue, de Morgane, qui veut tout savoir de lui, puisque c'est son nouveau père. Et donc, là, c'est pas seulement, il n'est pas prisonnier ou hôte des souvenirs des gens qu'il a aimés ou qui l'ont aimé, de sa famille. Là, c'est quelqu'un de nouveau qui le réinvente et qui demande. Et évidemment, son fils va enjoliver, il va lui offrir le père idéal. Et donc, c'est une reconstruction pour l'esprit de Jacques qui, en fait, revit une autre vie qui n'a pas été la sienne, une autre à travers ce qu'invente son fils, sa veuve. Et ça, c'est un moment de jubilation intense pour le mort qui bénéficie d'une nouvelle vie qui est recréée par, là encore, souvent mensonges, mais qui renoue avec la vérité de ses aspirations, de son être profond. C'est pour ça que la vraie vérité des êtres, parfois, doit passer par une dissimulation de l'exactitude des faits, mais les faits étaient mensongers, ne traduisaient pas sa nature réelle. Donc, ce réarrangement qui se fait sous nos yeux. Bon, il y a la relation père-fils, parce que même s'il est parti très jeune, et Lucien il avait 7 ou 8 ans, mais il y a quand même... Lucien aussi s'est construit un père au fil de toutes ces années. Il a vécu sans père, mais finalement, il s'est quand même construit son père. Et quand donc, il y a Morgane, il va lui faire partager un autre père que lui a connu et qu'il s'est fabriqué, et il va lui en fabriquer un à elle sur mesure. Fabienne aussi, d'ailleurs, va lui fabriquer un père. Et Fabienne, qui dans la vie interdite était... on pouvait la détester, finalement. Et là, elle est complètement réhabilitée, elle est sensible, elle est... Elle est réhabilitée par son comportement, voilà. Ça commence, ce qui ramène en premier l'âme de Jacques sur Terre,
c'est au moment où Fabienne, tellement touchée par la situation de Morgane, décide, puisque, ok, la famille du Moncel a demandé une exhumation pour recherche de paternité, mais en France, ça n'est plus autorisé depuis l'affaire Yves Montand, sauf si le défunt de son vivant a laissé une lettre, une autorisation d'exhumation pour recherche génétique éventuelle. Et là, qu'est-ce que fait Fabienne? Eh ben, elle sort une vieille lettre d'amour que lui a écrite Jacques et elle imite son écriture en disant « Je signe Jacques Lormeau, autorise une exhumation éventuelle » et elle signe 6 mois avant sa mort. Donc cet acte de faussaire, ce mensonge d'amour, ce mensonge thérapeutique qu'elle fait et sa prise de risque, parce que c'est un acte d'amour sacrificiel. Ça veut dire, par rapport à la petite ville d'Aix-les-Bains, valider le fait que son mari ait pu avoir cette relation extra-conjugale, valider le fait qu'il y ait eu cet enfant hors mariage et qu'il y ait l'héritage de son fils à partager. C'est ça. Son fils unique jusqu'alors. Donc tout ça, elle l'accepte, mais parce que elle se dit que Fabienne a droit à la vérité si vraiment Jacques était son père. Évidemment, Jacques qui assiste à ça, qui sait très bien qu'il n'est pas le père, c'est une catastrophe, mais en même temps, il est bouleversé par cette vibration d'amour de Fabienne. Et je pense que les gens ne sont jamais résumables à leurs actes, à ce qu'ils ont fait, à leur réputation. Tout à coup, dans une situation particulière, ils peuvent se révéler. Et c'est vrai que Jacques, à titre posthume, retombe amoureux de sa femme par ce genre d'actes comme ça et son attitude envers Morgane. Et en même temps, les revanches qu'elle prend à travers Morgane par rapport à cette bourgeoisie aixoise qu'il a humiliée, jalousée, parce qu'elle était, elle, une fille de maraîcher, qui était très jolie, qui a fait des concours de beauté. Ouais, qui a été première dauphine de Miss Savoie, quand même, qui a failli loupé l'élection à l'oral, en culture générale, pas en physique. Et puis qui est devenue une quincaillière qui a développé l'entreprise, qui en a fait la première entreprise de la région, parce que elle a la rage de ces gens. Par exemple, un truc dans sa vie très important, c'est qu'elle était gamine à aider ses parents sur les marchés dans le froid, les courants d'air, ça marque à vie. Et là, elle travaille au chaud. Donc elle est la première vitrine ouverte, le premier commerce ouvert dans la ville, 6 heures du matin. Elle a fermé voilà, il faut donner quand on a cette chance-là, il faut aller jusqu'au bout. Et donc elle a ce caractère qui lui vaut énormément d'ennemis, de jalousie, tout ça, et de mépris. Et là, tout à coup, elle va modifier toute la donne par son comportement. Oui, et puis finalement, peut-être que la mort de Jacques l'a libérée, elle aussi, d'un poids qu'elle ne supportait plus, et elle s'est redécouverte aussi, parce que souvent les gens s'en vont, mais ils nous permettent aussi de nous découvrir, parce que déjà on est fort, on assume, et on découvre une nouvelle facette. Oui, et puis sa relation avec Guillaume aussi, puis avec son fils et avec Morgane, avec son font fils, que voilà, c'est une femme. On a tout à coup la renaissance d'une femme de 50 ans qui dit à un moment donné, la vie commence à 53 ans. Et qui tient les rênes. Oui, et puis son acte, son passage à l'acte émotionnel qu'il a à travers Morgane est quelque chose qui va l'illuminer complètement. C'est ça. Donc moi, c'est vrai que je me suis un petit peu attardée sur le transgénérationnel dans la vie interdite. C'est vrai qu'on avait la complicité du père avec Jacques, et puisqu'il cache le préservatif, on a la panique, c'est vrai. Et finalement, Jacques n'a pas eu cette complicité avec Lucien. Dans le premier, il le regrette, il dit si j'avais su. Mais il développe finalement une autre complicité avec son fils. Et son fils développe justement ce nouveau lien. Donc en fait, ça n'est jamais fini. C'est un peu l'un des messages du livre, c'est que rien n'est jamais fini. Les passions, les relations familiales compliquées, il y a toujours une solution de repêchage. Si on s'en donne la peine, il y a toujours moyen de casser les malentendus, les non-dits, les schémas répétitifs qui souvent nous emprisonnent. Les fatalités auxquelles on se soumet parce qu'on pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc non, il y a toujours le moyen de repartir par la bande comme ça, mais il faut parfois l'élan de quelque chose qui casse une réalité étouffante, et parfois c'est cette phase de mensonge, d'imaginaire qui va réenchanter la réalité. C'est ça.
Donc il faut rester bien attentif dans les rêves, puisque donc, quand ils sont dans ce 9e monde, ils viennent nous voir, parce qu'on est dans le 10e, on peut naviguer entre les deux pendant les rêves. Et là, c'est vrai qu'on a plein de messages. Donc restez attentifs. Souvent, vous vous dites, mais j'ai rêvé. Mais non, on est venu vous voir, on vous a donné un renseignement. Dans le doute, il faut vraiment tirer le maximum de nos rêves. Ouais, voilà. Et alors, l'écrivain, justement, on est guidé quand on écrit. Et justement, c'est ce qui manque à Guillaume aussi. Alors, la question, à un moment donné, puisque donc d'un coup, il se remet à écrire sur Jacques, il imagine ce que Jacques éprouve quand on l'exhume, quand il y a cette nouvelle fille, est-ce que c'est mensonge ou pas? Donc, il y a un roman dans le roman là, qui est en train de s'écrire. Voilà, ouais. Évidemment. Mais lui, il se plante complètement sur la situation. Puis on ne lui donne pas les derniers renseignements. Voilà, et Jacques est prisonnier de ce personnage. Mais autant, la première fois que Guillaume écrivait sur lui, c'était quelque chose qui semblait nécessaire à l'évolution. Là, il a vraiment l'impression, qu'est-ce qu'il se fout encore dans les pages de ce type il écrit un roman, qu'il invente ce qu'il veut, de toute façon il se plante, et moi j'ai autre chose à faire ailleurs. Et maintenant, il est quand même retenu. Et quand tout à coup, Guillaume le met en scène, parce qu'il se dit, qu'est-ce qui s'est passé dans l'au-delà, dans cette frange de 25 ans, avant d'imaginer qu'il revient sur Terre pour assister à son exhumation. C'est ça le sujet que traite Guillaume à l'intérieur du livre. Ouais. Et en fait, Jacques qui est là, à un moment donné, quand il voit l'autre écrire sur les différents niveaux de l'au-delà, et il ne sait plus si c'est de l'écriture automatique que fait Guillaume, guidé par lui-même, Jacques, ou bien si c'est la pensée, l'imaginaire de Guillaume qui influence Jacques, qui tout à coup croit reconnaître ses souvenirs. Et en fait, à un moment donné, il se dit, mais est-ce que je suis en train de l'inspirer? Est-ce que je suis sa muse ou est-ce que je suis son personnage? C'est ça. Et est-ce qu'il réussit à me convaitre des situations dans lesquelles il me projette? Est-ce que c'était ça mon au-delà? Donc là, on a un vrai mystère sur lequel après, oui, il ne faut pas trop en dire. On n'en pas dit plus, mais c'est un moment très important. C'est une interrogation, bien sûr, que moi, en tant que romancier, je me pose souvent par rapport à mes influences, à des choses, je ne sais pas d'où ça vient. Ça vient pas tout seul, mais au bout des heures d'écriture, tout à coup, il y a une espèce de renfort qui arrive, il y a des choses, je me dis, tiens, d'où ça vient ça? Comment je connais telle chose? Des lieux que je ne connais pas du tout, qui m'arrivent avec une description, et après je vérifie, et oui, ça ressemble à ça. Donc là, mais ça fait partie des mystères qu'on peut apprivoiser, mais qu'il ne faut pas avoir pour obsession de résoudre. Ah, bien sûr. Parce que... ce sera déjà enlevé de la beauté, de la pureté. Si et de la richesse, et puis même de l'efficacité. Parce que quand on veut absolument tout comprendre, tout disséquer, on passe à côté. Genre, voilà, vous voulez démonter un moteur pour savoir comment ça marche, si vous ne savez pas bien le monter après, vous n'irez plus loin, quoi. Donc à un moment donné, il faut accepter et creuser, réfléchir, mais ne pas vouloir tout dominer. C'est ça, puis il faut lâcher le mental, justement, et quand on essaie de comprendre, le mental, c'est une porte. À partir du moment où le mental se met en route, il ferme les portes, et on n'a plus rien. Vous avez tout compris, absolument. Donc si on accueille, et si... là on a des choses, on accède à des choses merveilleuses. Il faut une grande curiosité, une grande humilité aussi, un peu de courage parfois aussi, et la gratitude toujours. Voilà. Parce que je pense que la gratitude est une force supérieure à la prière de demande. Bien sûr. Je sais que quand j'ai vraiment quelque chose pour moi ou pour quelqu'un, je remercie de l'avoir obtenu avant que cela ne soit le cas. Et surtout pour les personnes pour qui j'ai cette intention de prière. D'autant plus que la pensée est créatrice. Donc si on remercie, c'est déjà arrivé, c'est déjà exaucé. Voilà. Et là, on rejoint la pensée quantique. Notre conscience crée le monde. Notre point de vue crée la réalité. Et ça, c'est pas un concept vague de physique fondamentale. Je crois que c'est vraiment une réalité émotionnelle très importante et que les gens ne doivent pas perdre de vue parce qu'ils ont les clés de leur destin. Je ne dis pas ça, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas... Non, mais il faut Sauf pas que les clés, elles n'ouvrent pas toujours les bonnes portes. Bien sûr. Vous dites, mais pourquoi ça ne marche pas alors que je fais ça? Oui, mais peut-être qu'il ne faut pas qu'on passe par cette faut pas vouloir porte-là. Voilà, quand on veut, on ferme une porte. Il faut se battre, mais il ne faut pas se battre contre tout et n'importe quoi. Bien sûr. Quand on se bat contre des obstacles
dans la réalisation de nos désirs, peut-être aussi remettre en question nos désirs quand ce truc ne marche pas, quoi. C'est-à-dire que la solution, on croit qu'elle est là, on veut entrer par cette porte-là, avec cette clé-là, la clé ne tombe pas dans la serrure, on veut enfoncer la porte, mais est-ce que c'est pas plus intéressant de trouver la porte que la clé qu'on a trouvée pour notre réflexion, nos rencontres, tout ça, il y a une autre porte qui va s'ouvrir avec cette clé-là. Et peut-être qu'elle débouchera sur quelque chose de plus intéressant et de plus conforme à ce que nous attendons, ce que nous espérons. Mais, mais ça, bon, c'est à chacun de résoudre ça. On peut que rappeler cette piste intéressante de réflexion et d'appréciation des choses, mais à chacun de faire son expérience. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'après, quand c'est compliqué, si c'est pas fluide, c'est que c'est pas juste. Quand on ou que ce n'est pas le moment, ou que d'autres choses doivent arriver, mais c'est, je veux dire, mais je ne sais pas parce que j'ai tant écrit sur le sujet que je suis plus fort, plus efficace par rapport à ça. Moi-même, je vous pose des questions, moi-même je rue dans les brancards, je me dis pourquoi ça ne marche pas. Bien sûr. Voilà, on ne devient pas, et c'est pas le but, mais ça, on ne devient pas un surhomme, on ne devient pas, voilà. Oui. Mais on a aussi droit d'être faillible, de laisser parler le mental, à un moment donné, de s'énerver. On est des êtres humains. Ça fait partie de notre évolution, d'accepter notre imperfection, nos erreurs de jugement. Le tout, c'est d'essayer de le rendre le plus profitable possible, ces erreurs. Voilà. Moi, j'ai une question en plus. Donc, est-ce que cet ouvrage, vous l'avez vraiment écrit 25 ans après l'autre ? J'y ai pensé, le personnage m'a vraiment accompagné longtemps, mais je ne savais pas. Et puis, beaucoup de lecteurs me disaient « Qu'est-ce qui arrive à Jacques ? On a envie, on ne voulait pas écrire la suite ?» Mais je ne savais pas ce qui pouvait le ramener dans les vibrations terrestres. Et un jour, c'est vraiment au réveil, un jour je me réveille avec cette idée de l'exhumation. Je vois la scène. Et là, je suis parti là-dedans. Et oui, ça faisait à peu près, ça faisait plus de 20 ans, parce que j'ai mis du temps à l'écrire, mais... Alors moi qui avait 16 ans quand j'ai lu le premier, moi je m'étais attachée à Lucien. Parce qu'il était petit et donc voilà, je me disais oh là là, il a perdu son papa. Voilà. Et c'est vrai que là j'ai retrouvé un Lucien adulte, homme, et voilà, donc voilà, on s'attache finalement tous à un personnage selon le moment où on est. Et les moments où vous retrouvez le petit garçon qu'il était, parce que c'est ça alors que apparemment c'est un super geek qui a fait une start-up qui marche très fort, il est en piratage informatique, il est le meilleur, donc il est le meilleur en sécurité informatique aussi. Donc, mais il a des tas de failles émotionnelles, il a des tas de choses. Et grâce à ce lien avec Morgane, il va terriblement se réhumaniser. Et le petit garçon qu'il était va redevenir aux commandes de l'adulte qu'il est devenu. Donc ça, vous avez dû retrouver petit à petit le petit Lucien dans le Lucien. C'est ça. Donc c'était un vrai bonheur. Donc, alors je pense que pour nos lecteurs, il faut relire La vie interdite. Alors il y a des gens qui ne l'avaient pas lu, qui le lisent après. Et ça marche aussi. C'est comme au cinéma, vous voyez le préquel et l'après. Voilà, quelles étaient les origines des héros. Donc... voilà, on peut, en tout cas, on peut rentrer dans la vie absolue, même si on ne connaît rien du tout de la vie interdite, il n'y a pas de problème. Mais si on veut, on peut le lire dans l'ordre ou dans le désordre. Mais en tout cas, il faut le lire. Merci de le lire, en tout cas. Ben oui, non, mais vraiment, c'est un ouvrage. Bon, moi, je les lis tous, j'attends avec impatience, mais c'est vrai que celui-ci, c'est un retour aux sources aussi. Et puis voilà, on se replonge au moment de la lecture. Je pense que moi aussi, c'est une de mes sources essentielles. C'est, je crois, l'un des livres les plus importants pour moi que j'ai écrit, La vie interdite et La vie absolue aussi. Je veux dire, j'ai renoué avec peut-être l'un des courants les plus forts de mon inspiration, en tout cas. Les livres que j'ai mis le plus de temps à écrire, puisque La vie interdite, je l'avais commencé à 17 ans. J'avais la première phrase, j'avais la situation, j'avais tout, mais il me manquait de la force narrative, de l'expérience, de la fluidité pour mettre en scène l'invisible et le visible vu par l'invisible. Oui, voilà, c'est ça. Et que ce soit à la fois drôle, profond, grave, perturbant, une source de plaisir et de perturbation. Moi, j'aime le plaisir perturbateur, celui qui vous fait réfléchir tout en vous rendant joyeux. C'est ça. Et puis, voilà, on rentre, finalement, vous faites accepter ce qu'on ne connaît pas. Et ça, je trouve, mais dans l'écriture, parce que c'est très, très fluide et ça devient normal, finalement, cet invisible.
c'est un pari qui est vraiment gagné, parce que voilà, c'est... Donc moi, l'ouvrage précédent, Une vraie mère ou presque, j'avais adoré aussi. Là, par contre, j'avais beaucoup ri. Oui, on était plus dans le terrestre, ça, mais en même temps dans ces thèmes voilà, de la toujours. reconstruction Voilà. après la mort. Là, c'était une autre manière de l'aborder. Mais voilà, je pense que... La mort est très présente quand même dans vos ouvrages. Oui, parce qu'elle était présente dans ma vie très tôt. J'ai perdu à 8 ans, en même temps, ma grand-mère paternelle, que j'adorais, et mon meilleur copain d'école. Donc, avec la calme certitude que c'était pas une fin pour eux, c'était une fin pour moi. Oui, bien sûr. Parce que je pourrais plus aller voir, rire avec eux, les embrasser, mais que leur conscience continue. C'était une calme certitude que toute mon expérience d'homme n'a fait que confirmer par la suite. Donc, et le besoin de transmettre ça à mon public. Et oui, bien sûr. Oui, parce que le travail de l'écrivaine, c'est aussi de transmettre. Oui, et puis je sais que l'une des meilleures manières de gâcher sa vie, c'est la peur de la mort. Exactement. Qui vous fait passer à cause ça ne fait pas vivre. Ça voilà, et puis si on veut oublier le néant que l'on projette après sa mort, les solutions de remplacement, c'est profiter de chaque instant, c'est la satisfaction du désir, c'est amasser pour oublier qu'on est promis à la poussière. Mais quel intérêt tout ça? Ah mais oui, bien sûr. Ça condamne à l'insatisfaction, à l'angoisse, et donc ça va gâcher le plaisir de la vie. Et même si jamais, imaginons qu'il n'y ait rien après la mort, de toute façon on passera une vie beaucoup plus intéressante si on a peuplé l'au-delà, en imaginaire, en affection, en rêve, en espoir, que si on a parié sur le néant. Ah ben évidemment. Je pense. Oui. Donc, des ouvrages à lire, mais surtout celui-ci, La vie absolue, chez Albin Michel. Le prochain Bientôt. Pas de scoop alors. Pas encore, mais je ne vais pas en parler encore, mais bientôt. Bon, ben, peut-être une émission pour le prochain. Avec plaisir. Merci infiniment, Didier Van Tolhart, et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir.